Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. De retour avec Nick Payne, analyste politique. On va revenir, bien sûr, sur ces grandes déclarations d'un côté comme de l'autre. Il y a eu, c'est les entretiens des différents premiers ministres pour le bilan de cette saison parlementaire. Il y a eu François Legault qui accordait une entrevue à Patrice Roy. On a vu également le premier ministre Justin Trudeau qui a accordé également une entrevue. Donc, on voit qu'on est à l'heure des bilans et c'est le dossier, notamment immigration, qui est revenu à l'avant-plan. On va en parler avec Nick Payne. Bonjour. Bonjour, Karima. Alors oui, c'est tout un jeu de ping-pong, hein? On se renvoie la balle, l'un sort, l'autre critique. Moi, ce que j'ai retenu dans la séquence actuelle, c'est les réactions du ministre Marc Miller aux propos de François Legault sur l'immigration. Alors, M. Miller, pour le rappeler au bon souvenir de nos auditeurs et nos spectateurs, c'est celui qui prétend que les immigrants vont construire leur propre maison en arrivant, donc il n'y a pas de problème de crise de logement. J'exagère à peine, hein? C'était à peu près ça son propos l'année dernière. Alors, ils vont arriver avec leur marteau, leur 2x4, puis leur contreplaqué, puis ils vont se construire des cabanes. Plus sérieusement, M. Miller a réagi hier donc à ce que François Legault demandait. Hein, Legault est revenu dans son entrevue avec Patrice Roy sur le nombre de temporaires, 560 000 d'après lui, et le lien direct qu'il fait avec la crise du logement. Il disait il faut que Ottawa réduise. Et là, Marc Miller a vraiment décidé de sortir l'artillerie lourde, l'injure. Hein? C'était pratiquement ça. Il dit, sur un ton assez dédaigneux, Monsieur Legault invente ses chiffres. Et puis, ça suffit là de mettre tous les problèmes sur le dos des immigrants. Ça suffit la stigmatisation des immigrants. Je paraphrase, mais c'était ça. Oui, de casser du sucre sur le dos des immigrants. Sur le dos des immigrants. Ouais. Bon, au moins, c'est une belle formule dans la langue française. On lui donnera ça, mais c'est quand même vraiment... On a beau vouloir prendre du recul, de la hauteur, regarder les choses objectivement, faire une lecture relativement journalistique de tout ça, c'est quand même odieux comme réaction. D'abord parce que les chiffres avancés par François Legault sont ceux de Statistique Canada là, et personne ne les a contestés à ce jour. Donc 560 000 temporaires pour ne parler que de ça. Et là, la prétention des gens autour de Marc Miller, c'est que, en fait, Statistique Canada ne tient pas compte des gens qui partent du Québec pour aller ailleurs après être arrivés ici. Donc, ils transitent par le Québec pour aller dans d'autres provinces canadiennes. Sauf que ces chiffres-là n'existent pas, personne n'a pu les voir. Ce serait apparemment le ministère de l'Immigration à Ottawa qui, lui, serait très au fait de ça. Mais là, on a envie de répondre. Et là, ça ferait 200 000 personnes de moins. Là, c'est pas juste un peu. Ça fait beaucoup de gens qui prennent la 401 ou qui sortent du Québec pour aller ailleurs. Pour quelle raison? J'en sais rien. Ils sont arrivés ici, ils ont trouvé ça épouvantable puis ils sont partis. Je ne sais trop. Mais là, si on veut jouer là-dedans, il faut... J'espère que M. Miller ne croit pas qu'il n'y a pas un mouvement dans l'autre sens aussi. Il y a peut-être des gens qui arrivent en Ontario puis qui viennent au Québec après ou qui arrivent je ne sais où, dans les Maritimes. C'est pas impossible également. Deuxièmement, tu sais que Justin Trudeau veut régulariser un certain nombre de sans-statuts. On ne sait pas combien ils sont au Québec. Donc, ça, c'est pas inclus dans le 560 000. Alors, peut-être que M. Miller pourrait nous dire combien de sans-statuts ils ont l'intention de régulariser aussi. Ça pourrait être inclus dans le calcul, ça, à partir des chiffres plus ou moins fantasmés, ou en tout cas invisibles de M. Miller. Alors, pourquoi cette réaction à l'emporte-pièce est franchement un peu douteuse? Karima, moi, je sais ce qu'on pense dans certains cercles fédéraux et libéraux de la démarche de Québec et de certains Québécois qui, comme par exemple le chercheur Frédéric Lacroix, disent que l'immigration, notamment temporaire, est un facteur de régression du français au Québec et à Montréal. Ils pensent, les gens d'Ottawa, que ces gens-là sont xénophobes, racistes, qu'ils sont dans une démarche qui se rapproche de celle des complotistes amateurs des versions les plus folles de la théorie du grand remplacement. Là. Je sais, ce sont des termes qu'ils emploient.
Tout à fait, mais j'allais dire, quand est-ce que ils vont réaliser à quel point ces espèces d'arguments faussement moraux, ça ne prend plus du tout dans la population. C'est-à-dire que les gens se disent simplement, regardez, on a des chiffres, on a des réalités, et pour le bien collectif de tout le monde, et même pour les personnes qui arrivent, c'est-à-dire pour des personnes qui arrivent ici, de se trouver un logement, c'est prioritaire, de se trouver un emploi, c'est prioritaire, de s'intégrer, de pouvoir vraiment être, de faire partie pleinement de la société, de devenir québécois, de devenir canadien. Je veux dire, ça se fait aussi en fonction des capacités d'intégration. Donc, de simplement d'agiter le chiffon, dire, ben parce qu'on parle de ce sujet-là, parce que on constate un problème, c'est de la xénophobie, c'est du racisme. Je pense qu'on est rendu ailleurs, là, mais malheureusement, on a l'impression que on revient toujours avec cette espèce d'argumentaire bidon et on voit que ça n'a aucune conséquence finalement. Les gens se ferment, en fait, il y a des politiciens comme ça qui décident de se fermer les yeux et on y va avec un argument moral plutôt que d'y aller de façon pragmatique et simplement de constater la réalité sur le terrain. C'est un argument moral et c'est aussi, dans le cas du Canada et de la relation avec le Québec et des velléités émancipatrices ou autonomistes du Québec, c'est aussi une artillerie. On sort l'artillerie pour faire de la politique, là, parce que Oui. tu es à Paris, tu entends aussi là-bas ces arguments de vertu et de morale-là sur l'immigration. Mais au Québec, ce discours-là vient se joindre à un vieux discours qu'on connaît depuis très longtemps d'Ottawa, qui est que toute volonté nationaliste du Québec est forcément un repli sur soi, bon, toute cette rhétorique qu'on connaît très bien. Et là, Legault, dans son entrevue, il y a 2 jours ou 3 jours, a dit « Je suis le chef de la nation québécoise et je dois prendre en compte cette menace à l'endroit de l'identité et du français. » C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'Ottawa réagit aussi fort. C'est que d'une part, on n'a pas de réponse à ce discours-là, autre que les injures et la morale. Et puis par ailleurs, on veut neutraliser ce discours. Ce discours-là ne plaît pas du tout à Ottawa parce qu'on considère que l'unité canadienne est menacée. Oui, absolument. Puis on peut, j'allais dire, on peut entendre peut-être certains arguments, mais là, on n'est plus juste dans l'argument. Quand on est dans l'invective, quand on est dans l'étiquetage justement de mauvaises étiquettes qui sont un petit peu, disons, plutôt à connotation assez péjorative, c'est quand même autre chose. Non, mais je trouve ça intéressant. Tu fais référence au discours à ce moment justement dans l'entrevue quand François Legault se met à parler avec ce ton-là en disant, écoutez, là, il dit, je comprends les gens de vouloir venir s'installer au Québec, en voulant dire, regarde, c'est pas un problème en soi, mais c'est juste que la situation actuelle, il dit, en 2 ans, 270 000 immigrants temporaires qui arrivent, il dit c'est juste impossible. Et moi, en tant que, c'était pas père de la nation québécoise, mais en tant que dirigeant de la nation québécoise, moi, ça m'a fait penser un peu au début de la CAQ, notamment avec le projet de loi 21, tout ça. Ce discours, ce ton de François Legault qui assumait justement déjà de parler de nation québécoise. Et on avait un petit peu perdu ce François Legault au cours des dernières années, en fait, le côté post-pandémie. Et je trouvais que dans cet extrait particulièrement, cette phrase que tu as soulignée, moi aussi, ça m'a marqué. Je retrouvais ce François Legault-là qui avait plu peut-être à un certain moment dans son au cours des dernières années, là, alors qu'il dirige le Québec. Ben, il fait des allers-retours là-dessus, François Legault. D'ailleurs, c'est ce qui discrédite un peu sa démarche. Moi, j'ai un peu décroché, enfin partiellement, parce que je suis obligé de penser qu'il y a aussi un intérêt électoraliste là-dedans, ou en fonction des sondages, quand ça va moins bien, là, on vient de faire un petit bout de temps sur le 3e lien, là, puis des choses désagréables. Hop, on revient avec l'immigration et le chef de la nation. Évidemment. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, c'était la phrase. J'ai dit, c'est la phrase de l'entrevue. C'est pas toute l'entrevue, parce qu'effectivement, mais je trouvais que dans ce petit bout-là, j'ai mis ça en même petite impression de déjà vu. Ah ben oui, c'est ça. Alors, il revient à ce rôle de chef, de père de la nation. Il disait, c'est ma responsabilité. Il disait, j'ai une responsabilité. Puis ça survenait, ça, dans le passage de l'entrevue aussi, où il était question des causes de la crise du logement. Hein. Ça fait partie du contentieux et du débat à l'heure actuelle. Legault est allé fort un peu en disant 100% de la crise est due à l'immigration. Alors, évidemment, tout le monde est tombé dessus. Mais il reste que, je ne sais pas si c'est 81% ou 97% ou 79%, mais chose certaine, il y a des causes
de longue date à la crise du logement. Mais à l'heure actuelle, il faut quand même rappeler que sans immigration, la croissance de la population du Québec est négative, ou elle est à 0 ou à -1. Alors, à un moment donné, là, t'as la très grosse, t'as l'éléphant dans la pièce. Ensuite, on pourra dire que on fait pas assez de HLM en J-Proc, là, comme disait Pierre Falardeau, et puis depuis longtemps. Mais ça, c'est un autre problème. Puis il y a des questions philosophiques, là, des débats à avoir là-dessus aussi. Mais franchement, à l'heure actuelle, c'est un peu un mauvais procès qu'on fait à M. Legault sur cette question-là. C'est bien évident que la crise du logement est en majeure partie, au minimum, due à la question des mouvements à la question migratoire, en fait. Alors ça... Mais ça fait partie des éléments, tout à fait. Et c'est particulièrement aigu depuis 2 ans. C'est ça. Après, Absolument. oui, il y a d'autres causes, la construction de logements sociaux, la construction de logements en général, la hausse des prix, il y a eu toutes sortes de bouleversements, mais ça fait partie des causes. On peut pas juste non plus se fermer les yeux, là, c'est évidemment. Ouais. C'est ça. Et alors, si tu me permets d'avancer dans mon sujet, j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est ton cas, mais la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon, au propos de François Legault. Changeons de sujet, je ne parle plus de l'immigration, sur le référendum. Alors, Saint-Pierre Plamondon dit à M. Legault, vous avez le droit d'être déçu, d'avoir peur de perdre, vous avez le droit de penser que l'indépendance ne se fera pas et qu'un référendum est dangereux, mais au moins ne nuisez pas. C'est intéressant parce que aussi, ça fait réagir. C'est une accusation de défaitisme au fond, mais il faut voir que là-dessus, François Legault là, est exactement en droite ligne avec ce qu'était le Parti québécois juste avant l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est-à-dire qu'on disait, on va perdre un référendum, vaut mieux faire tout ce qu'on peut à l'intérieur du cadre actuel pour faire avancer le Québec. C'était la formule de Pauline Marois, ça. La seule chose qui distingue François Legault des péquistes pré-2018, c'est que lui refuse de dire s'il voterait pour le oui ou pour le non dans un référendum. Mais justement, et c'est là que c'est très intéressant, puis il y a un journaliste qui a posé la question à Saint-Pierre Plamondon qui n'a pas semblé saisir le sens caché de la question, c'est que François Legault dit perdre un référendum perdant. C'est donc dire que Legault se place du côté des souverainistes instinctivement, puisque s'il était Jean Charest, pour lui, gagner un référendum, c'est lorsque le non l'emporte. Alors, si pour Legault, un référendum où le non l'emporte est un référendum perdant, ben, il répond à notre question. Ça veut dire qu'il est fondamentalement du côté du oui. Et je trouve ça drôle que il n'arrive pas à le dire complètement. Mais bon, c'est pourquoi. C'est parce que ça ferait éclater son parti, puis ça lui ferait un paquet de problèmes. Mais non, il a voulu se mettre dans ce train-là. Il est bien obligé d'aller au bout de sa logique. Mais François Legault dit un référendum où le non l'emporte est un référendum perdant. Ça, pour moi, ça dit tout sur ses véritables sentiments, au fond. Oui, c'est ça. Il y avait cette espèce d'ambiguïté parce que sinon, ben c'est clair qu'ils disent tout simplement. Et même chose quand on lui pose la question sur le vote, ben c'est comme j'en veux pas, j'en veux. Ok, mais c'est pas ça la question. J'en veux pas, c'est ok peut-être, mais effectivement, on sent un petit peu cette ambiguïté derrière. Mais comme tu le dis, il y a une question de la fameuse stratégie de cette troisième voie. Est-ce qu'elle peut survivre cette stratégie entre le fédéralisme, le souverainisme? Mais au fond, c'est quoi la troisième voie? Si vous ne prenez pas position, vous êtes de fait fédéraliste. Donc, à un moment donné, il faut aussi peut-être juste assumer que son parti, peut-être qu'au fond, il y a de l'ambiguïté, mais si c'est le statu quo, c'est ça quand même. Là. Donc, la troisième voie, elle peut être un équilibre ambigu par définition. En fait. Elle est assez hypothétique. Ouais. Mais poursuivons. Québec solidaire. Alors, Émilie Lessard-Terrien, ce matin, est à Radio-Canada, dans sa région, je crois, là. Elle était en entrevue et elle en a remis une couche, donc, sur les erreurs stratégiques de son parti, sur le fait qu'elle était mal entourée. Enfin, on connaît son discours, là. Il n'y avait pas vraiment de nouveau là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'Émilie Lessard-Terrien va prononcer le discours patriotique. Alors, je cite la publicité, alors avec ces mots teintés de poésie et ancrés dans le territoire. Alors, j'imagine qu'on va parler de cocotte et puis d'humus et puis de ça sent bon la terre et le vent du large, là. Bon, comme dans t'es dur, Nick. T'es dur, Nick. Moi, là, non, mais... Pardon, mais j'endure pas ce genre de... Mais bref, je suis pas le public cible, on va dire, hein, clairement. Alors, non, je m'en excuse. J'ai pas aimé cette poésie de côté de boîte de céréales, moi personnellement. Mais donc, elle va prononcer ce discours où
dans la fête de la Saint-Jean organisée par Sol Zanetti et Catherine Dorion. C'est un événement récurrent depuis quelques années. Alors, on parlait récemment, toi et moi, des dorionistes et du courant dorioniste à Québec solidaire. Ben, le voici. Comme le supplice de la goutte pour Gabriel Nadeau-Dubois. Ces gens-là s'organisent, ils sont bruyants, ils dénoncent la politique de l'image et en fonction des sondages et qui utilisent le champ médiatique pour se faire valoir, sauf qu'ils sont eux-mêmes experts là-dedans. Alors, pour faire du bruit, pour peser dans la suite des choses à Québec solidaire, Catherine Dorion, la première intéressée, est absolument excellente. Elle a un pouvoir phénoménal sur ce qui se produit à ce parti-là. Tu te souviens que lorsque les militants de Québec solidaire ont choisi Émilie Dessartérien comme co-porte-parole, elle était la candidate dorioniste. Elle était adoubée, puis elle faisait beaucoup de signalements de proximité philosophique avec Catherine Dorion. Ils ont voté pour elle. En même temps, ils ont accordé un fort vote de confiance à Gabriel Nadeau-Dubois. Ils essayaient de réconcilier les deux pôles. Ça leur a pété au visage, pardon de l'expression. Et depuis, ben, Émilie Dessartérien est une sorte d'agent trouble pour Québec solidaire qui n'a fait que donner encore de la puissance à ce mouvement, celui des... Allez, qu'est-ce que c'est les poètes révolutionnaires de salon qui vont pas vraiment dans les congrès, mais qui signent des lettres collectives avec quelques artistes bien en vue pour déranger. Alors, Gabriel Nadeau-Dubois doit trouver ça pénible. Moi, je voudrais pas être à sa place. On le picosse sans arrêt. C'est ce qui arrive là en ce moment. On entretient cette espèce de gauche utopique qui en vient à penser que Québec solidaire est devenu un parti de droite, là. C'est pratiquement ça, là, qu'on pense dans ces cercles-là. À tout le moins, un parti anti-féministe, patriarcal, qui fait de la politique ordinaire, qui s'occupe pas des causes importantes. C'est assez extraordinaire d'en être là. Mais enfin, voilà. Oui, une alors, sorte de le guerre dorionisme... fratricide. C'est assez particulier, en effet, là, une sorte de guerre fratricide, Oui. mais on voit quand même que dans le logiciel, disons, de la gauche là, disons-le comme ça, la gauche très à gauche, il y a aussi cette idée de contestation, Ouais. même un peu de bordélisation, c'est le terme des fois qu'on emploie là, en France, là, d'aller bousculer la cage, tout ça, mais on voit effectivement que ça crée quand même une pression sur le camp de Gabriel Nadeau-Dubois. La bordélisation, le bruit et la fureur de Jean-Luc Mélenchon, c'était ses mots aussi il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est la vieille dichotomie entre cette gauche plus révolutionnaire, plus même révoltée, même parfois anarchiste ou anti-système, et une gauche qui essaie de s'approcher du pouvoir pour changer des choses concrètement, de façon plus pragmatique peut-être. Mais quand on regarde ça, justement, froidement, les propositions actuelles de Québec solidaire restent en assez fort décrochage par rapport au réel. Là. Il y a encore beaucoup à faire pour que ce parti-là se rapproche d'une proposition dite pragmatique. Alors, c'est assez drôle quand même qu'il y ait ces divergences-là au sein de ce parti-là. Mais il faudra voir, peut-être qu'un jour, QS ressemblera au PQ et puis ses militants auront vieilli, puis ils seront pragmatiques, puis ils se feront traiter d'être trop à droite et puis par leurs enfants. Voilà, je le dis, ça a déjà commencé, là, déjà ben, au sein ça. de Québec solidaire, donc déjà, Ça là, on commence a de peut-être bonne heure, franchi. c'est ça que je suis en train de dire. Exactement. Exactement. Ben, Nick Payne, merci beaucoup. On se retrouve demain. À bientôt.